Donc voilà pour les news de la semaine, et puis on peut donc passer aux affiches de la semaine. On va essayer de parler un peu tactique, les matchs, quelques matchs intéressants qu'on a vus, dont on veut discuter. Et notamment, il y a un match qui t'a intéressé cette semaine, tu voulais un peu nous parler du Phoenix contre Boston. Bien sûr, le match Phoenix contre Boston. Alors si vous l'avez vu, vous avez vu un petit peu la démonstration qui a été faite du côté de Boston, avec cette énorme performance offensive. Alors déjà à 3 points, hein, effectivement, puisque Boston termine quand même à 25 sur 50. Je trouvais ça intéressant de comparer un petit peu ce que Boston avait pu montrer à ce que Phoenix a un peu pu montrer au niveau du registre de jeu. C'est-à-dire que on a vu une équipe de Boston qui était à sa pleine puissance offensive. On sait que Boston, c'est un petit peu le conditionnement de leur attaque, c'est l'adresse à 3 points. C'est une équipe qui prend énormément de 3 points. C'est une équipe qui va assez peu au cercle. Hazard en parle suffisamment, mais qui augmente un petit peu sa fréquence du cercle depuis la question d'Hazard. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Et là, on voit que cette équipe de Boston, lorsque elle est en adresse totale à 3 points, c'est une équipe qui peut outscorer même une attaque des Suns, qui est une top 10 attaque NBA depuis le passage à l'année 2024 avec un énorme match de Jaylen Brown. Qui globalement depuis le retour de break, offensivement en tout cas, est sur une très bonne dynamique. Alors après, défensivement, je sais que c'est un peu plus difficile, mais voilà, je trouvais ça intéressant de voir que d'un côté, on avait vraiment Boston qui était dans le 3 points et dans la recherche du 3 points ouvert, et que d'autre côté, on avait une équipe de Phoenix avec, il me semble que c'était le premier match où Devin Booker revenait suite à sa blessure à la cheville, et où du côté de Phoenix, on était beaucoup plus dans le mi-distance, beaucoup plus dans l'approche près du cercle. Je trouvais ça intéressant de voir de comparer ces deux philosophies-là, parce que potentiellement, on peut avoir deux équipes qui peuvent potentiellement, si tout venait à coller du côté de Phoenix, qui peuvent s'affronter au mois de juin. Et j'ai trouvé que vraiment Boston avait montré qu'il y avait, au-delà de l'adresse, dans les schémas tactiques proposés, je trouvais qu'il y avait une classe d'écart entre ce que Mazzulla avait proposé et ce que Phoenix et du côté de Frank Vogel avait essayé de faire. Bah, c'est vrai que c'est marrant parce que tu regardes un peu la répartition des tirs sur le terrain. Tu vois que Boston et Phoenix, c'est un peu la même équipe, mais avec des variations, des légères variations. C'est-à-dire, les deux équipes ont pas de gros drivers d'élite, et donc il y a un peu cette faiblesse de peu aller au panier. Par contre, Boston, c'est beaucoup de 3 points, et les Suns, c'est beaucoup de mi-distance. Et vraiment, ce match, c'est un peu le stéréotype de ça, de la caricature de ce que sont ces équipes, c'est-à-dire très peu de tirs au panier pour Boston et pour Phoenix. Boston prend des tonnes de tirs à 3 points, alors en plus, ils les ont mis, donc tant mieux, hein, quand tu mets 50% de tes 3 points en prenant des tonnes par match, ça c'est plus facile. Et de l'autre côté, Phoenix, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire pas tant que ça de 3 points, mais un score dans le 98e centile en termes de fréquence de mi-distance. Donc voilà, c'est un peu le jeu, et c'est vrai qu'il y a pas mal de réflexions aussi à faire là-dessus, mais on parle beaucoup de Boston qui, justement, ce match-là, en tout cas, ne rassure pas, parce qu'en plus, la défense intérieure de Phoenix, pour moi, c'est pas une défense qui est de très haut niveau, pour le coup. Donc c'est toujours un peu dommage, moi je trouve, je sais pas toi, ce que t'en penses, mais je trouve ça dommage quand je vois, tu vois, s'ils vont pas beaucoup au panier contre Miami, je peux le comprendre. S'ils vont pas beaucoup de panier contre un bon Milwaukee, je peux le comprendre. Là, c'est vrai que, tu vois, on avait eu un match contre Denver, le premier contre Denver, là contre Phoenix, c'est pas des grosses défenses intérieures, et pourtant, ils vont pas au panier, ils obtiennent extrêmement peu de lancers francs, et donc on a un peu la caricature de Boston qui survit sur l'efficacité à 3 points, de la même manière que Phoenix, c'est un peu pareil sur le shot making, mais cette fois à mi-distance en fait. Ouais, c'est ça, mais je trouve que Boston est un peu à mettre en lien avec un autre match qu'il y a eu cette semaine, c'était le Pels Cavaliers, où le Cleveland a shooté 3 lancers francs sur le match, mais où ils ont terminé à 24 sur 54, ou en tout cas avec un très fort pourcentage à 3 points, alors que de l'autre côté, les Pels avaient énormément de 3 points et avaient tiré à 4 sur 22 à 3 points, justement de voir la variance que tu peux avoir. Ce que je trouvais intéressant du côté de Boston, et ce que je trouvais encore plus frappant, c'est que non seulement il y a énormément de 3 points du côté de Boston, mais c'est une équipe qui tente très peu de 3 points dans les corners. Tu as beaucoup de 3 points above the break, et de voir la facilité avec laquelle ils ont pu trouver des 3 points ouverts, alors que c'était pas des 3 points dans le corner. Forcément, quand tu drives un peu moins, t'as moins de situations de drive and kick où tu peux redonner à des joueurs dans les corners, ce qui est le cas des Pels, on en parlera juste après, potentiellement. Mais oui, effectivement, je trouve que Boston, c'est un peu le spectre de Boston, ce match-là, c'est que dans une soirée où ils sont à 25 sur 50 à 3 points, c'est une équipe qui est probablement la meilleure équipe NBA, parce que défensivement, en plus, ils ont réussi à
a provoqué quelques pertes de balles du côté de Phoenix, sachant que Phoenix c'est une équipe déjà qui est prédisposée au niveau des pertes de balles cette saison, mais en plus de ça, avec leur adresse, c'était très difficile de les arrêter. Et de l'autre côté, tu vois le match, il me semble, c'est le match contre Denver, le second match contre Denver à Denver. Ouais. Il me semble que leur adresse n'est pas très très bonne à 3 points de mémoire, et où là pour le coup ils ont assez peu de situations, hormis quelques drafts de Jalen Brown par exemple qui avait réussi à aller chercher quelques lancers francs. Donc c'est un peu toute la problématique résumée du côté de Boston. Mais j'ai trouvé que sur ce match-là, ce que Boston avait montré, en tout cas les points faibles de Boston, à savoir la capacité ou l'absence de tirs rémunérateurs près du panier, était moins frappant que l'incapacité de Phoenix à tenter autre chose que quelques drives parfois de Bradley Beal, quelques 3 points avec Devin Booker ou potentiellement Grayson Allen, et surtout beaucoup de tirs à mi-distance. Et même si tu as des joueurs de qualité, des gros finisseurs à mi-distance, au cas des gros joueurs de shot-making à mi-distance avec Devin Booker et Kevin Durant, ça a montré que du côté de Phoenix, en fait, pour que tu aies une très bonne performance offensive, c'est beaucoup moins simple que du côté de Boston, par exemple. C'est vrai que c'est un peu là-dessus que je voulais aller aussi, c'est que de toute façon, il y a un aspect de variance qui est assez important à garder en tête. C'est-à-dire, quand tu prends des tirs un peu loin du panier, forcément, tu peux avoir des matchs où t'en mets aucun et des matchs où t'en mets beaucoup. Et t'as plus de variance plus tu t'éloignes du panier que si tu prends, je sais pas moi, tu prends 100 lay-up, a priori 100 lay-up sur drive. Bon, tu vas avoir des scores qui vont beaucoup moins varier en fait. Mais après, donc il y a ça à garder en tête. Et je pense que pour Boston, on en a déjà pas mal parlé. Après, pour les Suns, là où c'est intéressant, je trouve, c'est que mine de rien, bon, sur ce match-là, Boston, les Celtics sont en surchauffe à 3 points, donc ça aide aussi à faire gagner le match, ce côté sur réussite. Mais tu vois, sur les Suns, certes, il y a de la variance à mi-distance aussi, mais déjà, il y en a un peu moins, mais surtout, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est que du hasard ou qu'il n'y a pas un côté un peu shot-making qui fait aussi partie de l'ADN de cette équipe, dans le sens où à 3 points, tu peux avoir des bons shooters, tu peux un peu maîtriser ta réussite à 3 points, mais pas complètement. Par contre, tu vois, sur le mi-distance, quand ce sont surtout Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker qui prennent ces tirs à mi-distance, certes, il va y avoir de la variance, on est d'accord. Mais mine de rien, tu vas avoir pas mal de matchs aussi où tu auras un bon shot-making et tu auras pas mal de tirs qui vont rentrer, quoi. Donc, je pense pas qu'il faille faire non plus l'automatisme de juste là, sur ce match-là, alors contre Boston ou contre d'autres, n'importe lequel, de dire sur ce match-là, Phoenix a beaucoup marqué de mi-distance. Ok, mais ils vont pas le faire à chaque fois. Certes, ils vont pas le faire à chaque fois, mais mais c'est aussi le propre de cette équipe d'accumuler autant de stars et notamment des stars à mi-distance, c'est que en fait, sans doute plus que la moyenne NBA, il faut pas se référer à la moyenne NBA, sans doute beaucoup plus que la moyenne NBA, ils vont avoir ce shot-making à mi-distance, quoi. Et bon, là, ça passe pas, parce que Boston met une quantité de 3 points énorme qui fait que le match est gagné, mais voilà, il y a un aspect de shot-making à mi-distance qui, à mon avis, est quand même moins aléatoire chez les Suns que ça peut être le cas chez d'autres équipes, je trouve. Ah oui, je suis d'accord, mais il me semble que tu en avais parlé sur un tweet que tu as fait aujourd'hui, justement, sur le fait que au niveau de la qualité des tirs, ça se resserrait au niveau de la ligue entre toutes les équipes. Parce qu'en fait, toutes les équipes prenaient des bons tirs et que du coup, le facteur shot-making rentrait beaucoup plus en considération que vraiment la qualité des tirs. Ouais. Bon, en tout cas, il y avait comme il y a de moins en moins d'écart, du coup, la valeur du shot-making est de plus en plus importante. Et il me semblait, je crois que c'était toi, où tu avais des sites qui calculaient non pas la moyenne NBA sur le mi-distance, mais qui calculaient la capacité de certains joueurs à rentrer des tirs. Et du coup, ça élevait un petit peu leur niveau. Par exemple, sur le mi-distance, effectivement, c'est juste le fait que non seulement il y a beaucoup de mi-distance, mais il y a très peu, en fait, Phoenix, c'est une équipe qui va quand même chercher beaucoup de lancers, alors qu'elle prend assez peu de tirs près du cercle. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est Azad qui en avait parlé aussi. Et je trouve que cette équipe de Phoenix, effectivement, il y a ce truc où tu as beaucoup de tirs à mi-distance. Et du coup, au jeu des mathématiques, j'ai envie de dire, tu peux facilement te retrouver perdu tu peux facilement perdre au jeu des mathématiques. Et en plus de ça, au jeu de la possession, parce que Phoenix est une équipe qui perd beaucoup le ballon. Donc, même si tu as une attaque qui est très bonne, cette saison, ils sont très bonnes. Ils sont dans le top 10 avec Booker, KD et Bill. Je surveillerai ce point-là parce que je trouve que ça manque peut-être, ou en tout cas au-delà de l'aspect rémunérateur, ça manque. Il y a beaucoup de points où ils peuvent se faire battre. Alors, tout le monde ne prend pas autant de 3 points dans la conférence Ouest que Boston, si je parle d'une optique de playoff, mais ça, plus le jeu de la possession, ça fait beaucoup de facteurs où je trouve que Phoenix part avec un désavantage dès le début du match. Et puis moi, l'autre point que j'avais aussi noté sur ce match-là, mine de rien, et on n'en a pas parlé
tant que ça cette saison, alors un peu, mais je crois qu'on l'avait évoqué au tout début, l'hebdo numéro 1, je crois, mais j'étais pas sûr si c'était un peu une stratégie pansement en attendant le retour des blessures ou pas, mais c'est en fait le rebond offensif. Et ça, c'est une vraie carte à jouer pour les Suns, qu'ils jouent assez régulièrement. Et il y a un vrai aspect chez eux de le fameux jeu des possessions, tu sais, le fameux on va chercher beaucoup de rebonds offensifs pour avoir plus de cartouches que l'adversaire, insister là-dessus. Et là encore, sur ce match-là, ils sont allés énormément, alors que d'ailleurs Josh Okogie n'était pas là sur ce match, alors que c'est un de leurs meilleurs rebondeurs offensifs. Mais tu vois, je parle de ça aussi en vue des playoffs. Ça peut être totalement un aspect qui peut être clé sur une série ou deux ou plusieurs. Ce côté, en fait, le rebond offensif, tout simplement le fait de pouvoir jouer gros ou d'envoyer plusieurs joueurs au rebond. Alors peut-être que parfois tu vas le payer un peu au niveau de la défense en transition, quoique. Mais en tout cas, voilà, je voulais aussi le souligner parce que on l'a peut-être pas assez fait. On parle beaucoup, comme on l'a fait là, du shotmaking, du retour de Bradley Beal, de demi-distance, Kevin Durant, etc. Mais ça peut être aussi une partie intéressante et importante de leur identité, notamment en playoff, c'est cette capacité à aller beaucoup chercher de rebonds offensifs. Donc je pense que ça peut être à surveiller pour les Suns. C'est principalement du fait de Jusuf Nurkic qui fait une très belle saison, peut-être même sa meilleure saison. En tout cas, allez. Il y a peut-être la 2018-2019, il me semble, où il est très intéressant avant de se blesser. Avant la blessure, Nurkic. Mais là, au rebond offensif, au playmaking, enfin, il y a des situations. Alors, je sais plus si c'est contre Boston ou si c'est le match d'après face à Charlotte, où il y a des prises à 2 ou des prises à 3 sur du post-up de Jusuf Nurkic. Et pour le coup, ça peut être vraiment intéressant parce qu'avec la qualité de passe qu'il peut avoir, ça peut débloquer d'autres situations pour Phoenix autres que via les 3 stars. Et je trouve que effectivement, cette présence au rebond offensif de Nurkic leur apporte, comme tu l'as dit, un petit peu d'équilibre dans le jeu des possessions. Alors à voir, parce que ces derniers temps, il est quand même particulièrement prolifique, plus qu'en début de saison sur la moisson de rebond offensif. Voir en fonction des match-ups aussi comment ça pourrait se passer. Mais oui, c'est un point qui permet de débloquer d'autres choses dans le playbook offensif de Frank Vogel. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.